Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast, votre animateur de retour après une blessure au haut du corps et au bas du corps. Je peux pas divulguer la nature de ma blessure parce que c'est bientôt les séries. Puis les autres balados, podcasts de hockey vont fesser dessus à gros bras. Fait que là, je veux juste vous dire, j'ai mal aux côtes. Bienvenue au podcast. On voudrait remercier notre commanditaire, la carte cachée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci, Oli, avec le gars avec qui tu fais ça, qui est introverti puis qui parle jamais. Allez les voir pour changer de carte, faire des échanges, vendre des trucs. Ils sont super sympathiques. L'adresse est juste là. Alors, aujourd'hui, c'est un épisode spécial à cause que Demida va jouer hier, que le Canadien est en route pour ne pas faire les séries. On y croit encore, mais on y croit de moins en moins. Avec Simon Snake Boisvert qui est là et Marco Normandin. Bonjour les amis. Ben oui, j'ai changé de chaise aujourd'hui. T'as changé c'est pour une question de survie, je pense. Je pense que parce qu'il y a déjà des chats qui ont eu... on peut-tu le dire? Parce que dévoile pas les blessures en série, on l'a dit. C'est pas... Là, il va y avoir du monde qui vont flatter des chats, vont devenir te serrer à la main, puis tu vas enfler. Parce que dans le fond, il y a déjà eu des chats, il y a une allergie aux chats. Fait que c'est pour ça. Tu savais-tu que c'était ça l'histoire? Ben oui, c'est ça. Puis comme les poils, c'est pas un problème de ton côté, fait qu'on l'a collé sur toi. Hey, donc, moi, j'ai un gros Golden Retriever, puis les chats ont peur de mon gros Golden Retriever, fait qu'il n'y en a pas à la maison. Merci beaucoup de prendre ton temps d'être avec nous. Hey, ça me fait plaisir. Ouais, merci, Simon. Hey, moi, j'ai vraiment une question là, qui me brûle les lèvres. C'est pourquoi Snake... Moi, j'ai commencé à écrire en 2009 sur le blog de Mathias Brunet. Puis ça a été un petit peu impulsif parce que j'avais réagi à un post. Puis, mais sur la presse, ce que je savais pas, c'est qu'il fallait se trouver un surnom. OK. C'était pas juste une question de rentrer ton adresse courriel. Fait que là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je choisis? Puis c'est probablement le premier mot qui m'est venu par la tête. Quelque chose qui était court, qui était punché, un peu venimeux. Ouais, c'est bon ça. Parce que ma réponse avait été assez sèche. Au post de Mathias. Et puis, c'est quoi la nouvelle de Mathias? C'était qu'on parlait du repêchage 2009, puis John Tavares, c'était unanime. Oui, je me rappelle. Puis moi, j'avais dit, pourquoi vous... Pardon? C'était Edmund avec lui à cette époque-là. C'était Edmund, mais moi, j'ai dit, pourquoi personne ne parle de Matt Duchene? Qui est sorti 5e. 3e, pardon. 3e. Je pense que Tavares a eu des meilleures statistiques. Tavares a été peut-être plus constant que Duchene au fil de sa carrière. Mais moi, je trouvais Duchene plus spectaculaire, meilleur patineur. Je n'haïssais pas Tavares pour marquer des buts, mais je trouvais qu'il traînait son piano. Puis moi, je voyais Duchene, il y a quand même premier scoreur de Dallas cette année, 81 points, mais je voyais plus un gars de 85-90 points année après année. Alors ça c'est pas... c'est pas arrivé, mais Duchene a quand même une bonne carrière. Mais quand on y pense, c'est Edman qui a eu la meilleure carrière des trois. Mais je pense que c'est encore ça aujourd'hui. Je pense que les attentes sur Tavares étaient trop élevées. Oui. On voyait pas un Tavares avec 85-90 points. On voyait un joueur quasiment de la trempe de Crosby. Là, oui, avec des trophées Rocket Richard et tout et tout. Parce qu'il avait battu des records de buts dans la OHL. Il avait vraiment brûlé les ligues. C'est un joueur exceptionnel dans le junior. Oui, il avait joué à 15 ans. Puis vu que c'était un late, il avait joué 4 ans dans le junior. Fait qu'imagine-toi, la 4e saison, il avait vraiment cartonné à 18 ans. Puis là, tout le monde l'attendait comme, c'est ça, comme tu dis. Là, un sauveur. C'était le nouveau Crosby. Puis moi, j'étais pas d'accord avec ça. Puis c'est comme ça que j'ai été embarqué sur le blog. Moi, j'ai un disclaimer à faire. Premièrement, merci d'être là, Simon. C'est super apprécié. Moi, il y a quelques années, à l'époque où tu étais sur Twitter, maintenant tu ne l'es plus, j'étais pas un gros fan de toi. La raison, je m'explique. Non, mais je m'explique. C'est correct. T'as eu ton gros coup de Jeff Skinner, on s'en rappelle tous. Ouais. C'est ça qui t'a mis sur la map, là, dans le public, en tout cas. Puis... on peut le rappeler, c'est quoi le coup de Jeff Skinner? C'est que en 2000, au repêchage 2010, personne ne parlait de Jeff Skinner. Puis moi, j'avais achalé tout le monde toute l'année à propos de lui. Au classement de mi-saison, la centrale l'avait classé 34e. Ouais. J'ai dit, ils sont complètement timbrés. Puis moi, j'avais fini en bout de ligne, j'avais classé 2e derrière Tyler Seguin. OK. Et aujourd'hui, quand tu regardes, le meilleur buteur de la QV, c'est Jeff Skinner. Ouais, il n'a pas été le meilleur joueur de la QV, loin de là. Là, je pense qu'il est un peu... il a beaucoup ralenti, là, il est un peu fini. Mais il est quand même le meilleur buteur de la QV. Et puis c'est comme ça que ça avait parti, parce qu'il avait gagné le trophée Calder.
à 18 ans. Exact. Ouais. Wow, je savais pas ça. Alors, c'est comme ça que ça Simon a pensé que pour un génie. Très beau parle. De ce qu'on voyait sur Twitter, il faisait des tweets de temps en temps, il disait ses takes, tout ça. Puis année après année, il semblait toujours être à contre-courant du consensus. Puis moi, de mon point de vue, parce qu'on n'avait pas tout l'ensemble de son analyse. Oui, 140 caractères. C'était pas fait pour moi. Ça semblait être, moi, ce que je disais, bon, Simon essaye le home run encore cette année pour avoir l'air d'un génie encore cette année, mais on ne le connaissait pas. Puis, je me rappelle l'année de Lafrenière, c'est tout là. Oui, j'avais tout cela. C'était unanime. Aujourd'hui, c'est clair. Malgré tout, Simon était à contre-courant. C'est comme, bon, encore une fois, il essaye le home run pour passer pour le génie. Mais aujourd'hui, force est d'admettre qu'il y avait raison. Oui, puis des fois, on se trompe. Mais l'idée, c'est que l'idée, c'est pas d'essayer le home run de passer pour un génie. L'idée, c'est que moi, je vais toujours avec les probabilités. Puis on sait très bien que le premier choix overall, il devient le meilleur joueur de sa QV peut-être 50% du temps. Ouais. Alors moi, je me dis, pourquoi il faut toujours y aller avec ce gars-là? C'est sûr que je peux aller contre McDavid. Non. Je peux aller contre des joueurs. Mais tu sais, regarde aujourd'hui. Puis là, je ne veux pas partir quelque chose parce que les gars ont 19 ans. Là. Mais Connor Bedard, est-ce qu'il va vraiment devenir le meilleur joueur de sa QV? On ne le sait pas. Alors qu'il y a 2 ans, si quelqu'un... Moi, je l'avais classé premier, moi aussi. Mais si quelqu'un avait osé challenger ça il y a 2 ans, puis il avait dit, ben moi, sais-tu, j'aime mieux, je sais pas moi, Léo Carlson ou quelque chose comme ça, il aurait été chassé des réseaux sociaux avec du goudron et des plumes. D'ailleurs, Chucky Pellerino est sur notre Charles podcast. Pellerin, Charles Pellerin oui, je fais le podcast Dretsulté a dit que son hot take, c'est que Léo Carlson deviendrait le meilleur joueur de sa QV. Oui, je me rappelle de ça. Que Connor Bedard. Bref, pour finir mon point, maintenant que Simon a un podcast et qu'on peut voir ses analyses en profondeur, j'ai réalisé que Simon, il y a une méthodologie, puis à tort ou à raison, premièrement, il écoute des games, c'est évident, il en écoute non-stop, mais il y a une méthodologie, puis que ça plaise ou non, il se fie à sa méthodologie. Fait il va avec, puis tu sais, il a confiance en ses takes, puis ce que j'aime aussi, c'est que quand il se trompe, il assume ses erreurs, puis il joue pas, tu sais, il va, même si c'est contre-courant, il dit quand même selon sa méthodologie. Mais je sais pas pourquoi. Pour ça, respect. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait des gens qui soient contre-courant parce que ça amène aussi tout le monde à revoir sa liste, à revoir où on s'en va. Parce que si tout le monde, par exemple, Lafrenière, l'année de Lafrenière, c'est facile tout le monde de suivre les listes, c'est ça, c'est facile de faire. OK, là, Lafrenière, tout le monde dit que c'est Lafrenière, ça va être Lafrenière. Quelqu'un arrive avec Tim Stützle, tu fais comme ah ouais, pourquoi? Mais tu te poses cette question-là parce que la personne qui veut juste dire ah, c'est niaiseux ça, il va pas avancer. Mais... Ah, et puis sinon, on se faisait ramasser l'année de Stützle. Ah, solide. Oui, mais ça je pense qu'il y avait le côté. Que tu as quitté Twitter, je pense. Oui, mais ça n'avait pas rapport. Ça n'avait pas rapport, mais c'est que moi, je trouvais que je comprenais, c'était émotif, Alexis Lafrenière. Oui. Mais après ça, j'ai également compris quelque chose. Ça devient émotif quand les gens se font dire des choses pendant des années et des années et des années. Puis comme si quelqu'un va à contre-courant, ça les fâche ou ça leur fait de la peine, je ne sais pas, je ne suis pas psychologue. Ouais. Mais ça... Puis à un moment donné, moi, j'avais tweeté, il y a une année, je me souviens pas, ça fait au-dessus de 10 ans, j'avais dit pourquoi tout le monde radote le même top 3 comme des perroquets, alors qu'on sait très bien que quand on va faire un redraft 10 ans plus tard, il y a des très bonnes chances que ça ne soit pas ça. Exact. Et puis là, je faisais toujours la joke, puis je me disais, imagine si quelqu'un avait dit que je sais pas moi, Tom Brady serait le meilleur joueur du repêchage de la NFL en l'an 2000. Il aurait passé pour un total débile. Mais oui. Puis ça arrive dans le hockey, même des gars, on va pas aller au 199e choix. Mais même on prend la Pavel Datsyuk. Tu dis, le meilleur joueur, il a été choisi 15e. Exemple, je sais pas, moi, j'essaie de penser. Mais ne serait-ce que Kucherov. Kucherov, deuxième round. Mais Pavel Datsyuk, là, qui a été repêché... Ryan Nugent-Hopkins, là, fallait pas que tu sortes de cette religion-là, cette année-là. Non, puis c'est qui, cette année-là, qui est le meilleur joueur? C'est quelle année, Ryan? Qui? C'est Nugent-Hopkins, c'est quoi son année? C'est 2011. C'est 2011, puis c'est qui le meilleur joueur de cette QV-là? C'est Kucherov. C'est Kucherov, OK, c'est bon. Regarde, ça n'a pas de sens. Puis il y a eu Johnny Gaudreau. Johnny Gaudreau aussi. Qui était probablement le deuxième meilleur. Oui, totalement. Choix de quatrième round. Mais tu sais, quelqu'un là, qui aurait dit, là, qui serait arrivé avec ça, Kucherov 1, Gaudreau 2. Un gars qui essaye de faire son comique, un gars qui se pense intéressant. Mais si quelqu'un est arrivé avec ça, ça aurait changé le draft. Kucherov aurait probablement descendu plus bas si quelqu'un avait eu cette vision-là de genre les autres. J'ai l'impression que quelqu'un qui arrive avec une idée de l'extérieur, ça peut aussi faire remettre en question
des idées de DG, des idées de monde qui font comme pourquoi on l'a pas vu plus haut puis qui vont continuer à pousser la réflexion. Puis c'est pour ça que ces idées-là qui sortent un peu de... pas de l'extérieur parce que tu as analysé, mais qui sortent du moule. Moi, me mettre, personnellement, quand tu as dit, par exemple, là, je sais que c'est plus ça, là, c'est plus d'actualité, mais Lane Hudson, 3e. Ouais. Là, je me suis remis à checker. Je suis allé voir les stats de Wolf. Là, je me suis mis à comparer Wolf avec c'est qui le dernier gagnant du Calder chez les gardiens de but. Steve Mason. Ouais. Puis là, Steve Mason avait eu 10 blanchages cette année-là. Il y avait une moyenne, il n'y avait pas de bon sens. J'étais comme. Ce que Wolf n'a pas fait. Wolf est pas proche de ça. Puis là, après ça, je me suis mis, OK, le Celebrini, il est comparable à qui? Là, je m'en vais comparer Celebrini à qui? Puis là, je fais comme. Chris, je pense que c'est Lane Hudson le meilleur, tu sais. Là, aujourd'hui, je sais qu'on en a parlé un petit peu avant, mais là, Lane Hudson, toi, il est-tu dans ton top 3? Il est numéro 1? Il est où? Écoute, là... Parce qu'aux dernières nouvelles, tu lui souhaitais le Calder, mais est-ce que on le sait qu'il va gagner. Est-ce que tu lui On le sait qu'il va gagner. Okay, même avec la grosse game de 5 points de Celebrini puis sa fin de saison. Oui, mais à un moment donné, justement, moi, c'est ça que j'essaye de faire. Autant comme j'ai pas réagi aux 2-3 grosses games de Hudson juste avant le fameux podcast où je me suis fait ramasser, autant comme... Je réagis pas aux 5 points de Celebrini. Mais penses-tu que là, il y a plus une course? Pour toute l'année. Quoi? Penses-tu que là, il y a plus une course que... Parce que, mettons, il y a 2 semaines, Hudson avait gagné Calder selon tout le monde. Oui, mais au tournoi des 4 nations, Calder, il l'aurait pas gagné. Non. Tu sais, fait qu'à un moment donné, des fois, je me demande, tu sais, il y a, dans la vie, il y a l'effet de récence, puis il y a l'effet de primauté. L'effet de récence, évidemment, c'est le recency bias que tu viens de voir. L'information la plus récente influence ton jugement. Ou l'effet de primauté, c'est de toujours garder tes préjugés. Ouais. Puis de te dire, j'ai vu ce gars-là il y a 2 ans, il est pas si bon que ça. Ça, c'est l'effet de primauté, c'est pas bon non plus. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu fasses un peu un mix des deux. Moi, j'ai vu Celebrini presque tous ses matchs. Wolf, j'en ai vu au moins 25-30. Fait que, tu sais, Hudson, je les ai presque tous vus. Fait que moi, je regardais ça, tu sais, à partir... Tu sais, j'échelonnais ça sur 6 mois, puis je trouvais ça bien difficile de comparer un gardien, un défenseur, puis un attaquant. La seule différence qu'on m'a fait comprendre, c'est que, comme tu dis tout à l'heure, Wolf, il n'a pas eu une saison à la Steve Mason, même si Calgary est encore dans la lutte. Mais il maintient son équipe dans la lutte. Il maintient son équipe dans la lutte. Je pense que Calgary n'aurait pas été là sans lui. Non. Et Celebrini, écoute, oui, il y a 18, mais dans le cas du Calder, ça ne doit pas rentrer en ligne de compte, l'âge. Non, c'est vrai. Alors, c'est sûr que si tu regardes Celebrini, tu dis à 18 ans avec une équipe poche qui fait ça, mais c'est pas supposé compter. Moi, je l'adore. Je pense que dans les 3, c'est lui qui va devenir le meilleur. À long terme? À long terme, oui. Mais, par contre, Hudson, c'est sûr que les statistiques, c'est des statistiques pour un défenseur recru qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Alors, c'est pas de bon sens. Alors, c'est peut-être comme ça, d'après moi, qui se démarque. Ouais. Puis même défensivement, il n'est pas triste. Il est moins 2, moins 3. Là. Il fait des erreurs, mais il répare ses erreurs. Ouais, mais c'est ce que j'aime. Depuis 2-3 mois, on peut dire vraiment que défensivement, il joue bien. Ouais. Mais qu'on vienne pas me dire que les 3 premiers mois de l'année, qu'il n'a pas été responsable de beaucoup de buts. Non, c'est sûr. Ah non, il apprend vite. Il apprend vite. C'est un high risk, high reward. C'est un high risk, high reward. C'est ça, mais moi, j'aime ça de même. Oh, ouais. Quinn Hughes est comme ça. C'est ça, si on s'attend à ça. J'ai pas de trouble avec ça, mais moi, je me disais, mon Dieu, qu'il se fait tasser, il est petit. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ben, il va s'user au fil du temps parce qu'on sait que historiquement, tu sais, je suis toujours, moi, avec l'historique, les probabilités. Ouais. Les petits joueurs ont tendance à se fatiguer plus vite sur une longue saison. Oui, ça, c'est impressionnant. Ça, oui, c'est ça qui est impressionnant. Sa résistance, là, puis il manque pas de pratique. Même quand on pratique pas, il pratique pareil. Oui, ben c'est peut-être pour ça qu'il y a le cardio qu'il y a. Là. Peut-être. Ouais. Ah non, il lâchera pas. Mais là, moi, j'ai une question par rapport à ce que tu parlais de Celebrini. Ouais. Au début de l'année, on disait Bédard va faire plus de points, mais Celebrini va être plus all-around. Oui. Mais là, je suis en train de me demander, est-ce que Celebrini pourrait faire plus de points que Bédard? Sais-tu, j'étais dans la première gang qui disait que Bédard ferait plus de points que Celebrini, puis que Celebrini serait un meilleur joueur. On était pas mal tous. J'étais dans votre gang à fond. Sur la même longueur d'onde. Là, vois-tu, comme c'est dit, je veux pas juger un gars, Bédard, qui est encore d'âge junior. Oh, ouais. Je veux pas juger un gars qui joue avec des gars. OK, l'équipe, elle s'en vient, elle va remonter. Ils ont des bons jeunes talents, surtout à défense. Mais il n'y a pas... Ça manque de fini, Chicago. Ouais. Hier, là, si tu regardes la partie, il aurait pu marquer 7-8 buts. Mais ça a manqué de fini. Ouais. Alors, est-ce que Bédard, à un moment donné, quand... Tu sais, mettons, là, il repêche Michael Misa cette année. Tu sais, là, ça change toute la donne. Est-ce qu'il va avoir un Gavin McKenna l'année prochaine? Tu sais, est-ce que Bédard, un moment donné, va passer à l'aile? Je ne sais pas trop, parce que je ne suis pas convaincu que c'est un centre numéro 1.
Il n'est pas vers jeu, c'est non. En fait, il n'est pas vers jeu. Alors, pour les points, il reste quand même que le gars fait quand même... là, il a l'air d'avoir régressé un peu cette année sur les points, mais il a une 60aine de points. Ce qui est quand même mieux que McKinnon au même âge. Oui, McKinnon avait eu une régression après sa saison recrue. Quand on regarde, on prend un peu de recul. Mais Bédard, c'est pas un jet sur patin. Non. Fait que ça, des fois, je le regardais des fois cette année, puis je me disais, ouf, il n'est pas assez vif, il est pas assez... Mais il a des mains incroyables, puis il a un arsenal de tir qui est vraiment dans le top 10 de la Ligue déjà. Donc, je peux pas encore te dire qui va faire plus de points entre les deux. Okay. Mais comme joueur... Mais donne-moi célébrité tout de suite. Mais c'est parce qu'en même temps, je ne sais même pas si on peut évaluer Connor Bedard encore comme faut parce qu'il joue dans une tristesse infinie de joueurs immobiles. Tu fais comme... Il peut rien faire, mais en même temps, il n'y a personne de libre. Il n'y a personne qui sait jouer au hockey, on dirait. Non. On dirait que lui, il est comme... Il y a des jeunes qui sont trop jeunes. Ouais, c'est ça. Ouais, puis les joueurs avec qui il joue, c'est intéressant, par exemple, Chicago hier. Là. Oui. Ça s'en vient bien. Oui. Ça s'en vient bien. Oui, Frank Nazar. Rinzel. Oui, Rinzel, j'en avais parlé en 2022. J'avais dit, je me plug un peu. Tu fais bien, parce que c'est... Quand Canadien a fait le trade de Romanov, oui. J'ai dit... Quand j'ai entendu la première partie du trade, je me suis dit... Ah, intéressant, parce que Romanov, je n'étais pas un fan. J'ai dit Rinzel. Puis là, la deuxième partie est arrivée, puis c'était Doc. Puis moi, j'avais maintenu à ce moment-là. Et avec le choix de Doc, été mieux avec Rinzel. C'est Frank Nazar qui a été repêché. Oui, mais moi, c'était... Qui n'aurait pas été gênant à Montréal. Qui n'aurait pas été gênant aujourd'hui, je pense que je prends Nazar avant Doc. Ben, moi aussi. Puis moi, c'était Rinzel, tu vois. Ouais. Fait qu'en tout cas, l'avenir le dira, mais c'est pour te dire. Ah, mais pour elle, c'est malade, mais j'ai l'impression que il y a plus d'enthousiasme autour de Celebrini avec les jeunes joueurs qui sont autour de lui. J'ai l'impression en ce moment que la franchise des Sharks est plus dynamique. Puis que Chicago me donne l'impression de l'extérieur d'avoir été beaucoup dans marde toute l'année puis d'essayer de se ressortir un peu à la tête de l'eau en ce moment. Fait que, tu sais, dans l'environnement que Bédard, il joue, je sais même pas si on peut évaluer le joueur puis dire quel genre de joueur va être là dans 2 ans, tu sais. Mais Chicago, il faut être honnête, j'aille pas Lepchunov, là, puis ça te prend des bons défenseurs pour gagner la coupe, ça, je contredirai personne là-dessus. Mais qu'est-ce que Kyle Davidson puis son équipe de recruteurs s'est dit hier soir en voyant Ivan Davidov? Ils se sont dit... c'est ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit... Ah, Lechnunov va s'améliorer, il va être meilleur. Ils sont trop orgueilleux. Mais... C'est sûr. Demidov, c'est beau. C'est beau à avoir patiné, c'est dynamique. J'ai eu des frissons, honnêtement. Là, wow, c'est quelque chose. Je sais pas chaque présence sur la glace, il se passait quelque chose. Ah, voilà. Chaque présence. C'était ça mon point, moi, quand je me fais-tu ramasser quand je parle de Suzuki et Caulfield? Parce que je dis tout le temps, c'est pas des superstars, c'est pas des vrais numéro 1. La raison que je donne, c'est toujours... C'est pas des gars qu'à chaque fois qu'ils sont sur la glace, il se passe quelque chose. Puis ça, il y a très peu de joueurs dans la Ligue nationale comme ça. Mais Suzuki, de plus en plus, par contre. Oui, mais sur une saison de 82 matchs, tu peux-tu vraiment dire... Tu sais, hier, là, le Suzuki qu'on a vu, c'est le Suzuki que je décris. C'est un Suzuki fatigué, j'ai l'impression, hier. Alors que Demidov, et je pense que ça va se poursuivre ainsi, parce que là, écoute, on analyse un match, mais ce que je te dis, c'est pas basé sur un match, c'est sur ce que j'ai vu de Demidov depuis 2-3 ans. Moi, je pense que Demidov, c'est justement le style de joueur que je décris, que presque à chaque fois qu'il est sur la glace, tu te dis, il pourrait arriver quelque chose. Il y en a peu. Il y a McDavid, il y a Jack Hughes. Mais c'est là qu'on fait... J'ai l'impression qu'on fait l'erreur en disant numéro 1. Je pense que Suzuki, c'est un numéro 1, mais c'est pas un joueur spécial. J'ai l'impression que les joueurs spéciaux, il y en a... Mais Suzuki, il reste un centre numéro 1, mais c'est pas un centre numéro 1 spécial, mais je pense pas que les Kings de Los Angeles, en ce moment, ils ont un Demidov dans leur line-up. Ils n'ont pas ce joueur-là. Non. Les Flames n'ont pas ça. Il y a plein d'équipes qui n'ont pas de Demidov. Fait que j'ai pas l'impression que c'est des numéros. Mais tu sais, les Kings vont faire les playoffs. Ils vont être eux autres, parce que l'alignement est bien, conçu. C'est que Demidov, c'est un joueur spécial. Je ne veux même pas qu'on le mette dans les catégories de 1 ou 2e. C'est juste, c'est un McCarr, c'est un McKinnon. C'est un pour joueur. Vrai, Suzuki, pour moi, c'est plus dans... Puis j'adore le joueur en passant, Robert Thomas. Oui, j'aime la comparaison. Moi, Robert Thomas, je le préfère à Suzuki. Puis c'est un gars, je l'avais 5e cette année de repêchage-là. Encore un autre take qui m'avait valu un peu de... Puis, mais malgré toute mon affection pour Robert Thomas, il ne rentre pas dans les catégories des joueurs spéciaux que je décris. Il est comme sur le bord. Là. Mais il n'est pas là. Mais il y a pas comme Suzuki, il n'est pas là. Je pense qu'on n'estime pas pareil le skill set que l'intelligence du jeu.
Mais il y a des joueurs qui sont tellement intelligents qu'ils deviennent spéciaux grâce à ça. Tu sais, Crosby, j'ai l'impression que les deux. Il y a les deux. Il est intelligent, puis... Il y a le talent, l'intelligence, puis le work ethic. Il n'a pas peur. Le work ethic, surtout. C'est ça, mais tu prends Robert Thomas. Crosby, c'est le joueur parfait. Ah oui, absolument. Tu sais, Robert Thomas, il a l'intelligence du jeu, mais il n'y a pas le speed qu'il va avoir un Kaprizov, qu'il va avoir un Demidov. Ouais. Mais tu restes... Mais lui, si tu y enlèves son intelligence du jeu, devient un joueur de troisième trio. Voilà. C'est ça qui est fucked up. Mais c'est que si Kaprizov, tu y enlèves sa façon de patiner, il devient un joueur de troisième trio aussi. J'ai l'impression qu'on n'évalue pas l'intelligence avec les skills. C'est vrai que Suzuki est très intelligent. Là, oui, il est très intelligent. Mais hier, on va se dire les vraies affaires. Là. Si Alex Newhook jouait avec une pelle, il aurait scoré 6 goals hier. C'était le nombre de passes parfaites que Demidov il a fait. Hey, tu peux pas mettre du caviar sur du beurre de pinot. Tu sais, on va-tu s'entendre que... Colin, mais c'est bon du beurre de pinot, là. C'est juste que là, tu mets du caviar sur mon beurre de pin. Imagine avec un deuxième centre, là, mettons cet été, là, ça va... Là, ça va être parce que Newhook peut pas rester sur le trio de Demidov. Newhook, là, c'est un bon 3. Oui, il va être parfait. Un gars qui va faire un 15-20 buts, il patine, il est dynamique, mais il finit pas. Non. C'est probablement pour ça que Colorado l'a laissé aller. Voilà. Parce que les attentes étaient probablement plus élevées au Colorado. Les autres, ils espéraient que ça devienne un top 6. Je pense qu'ils ont réalisé que c'était pas soit un leur top 6. deuxième centre, c'est ça. Alors, eux autres se sont dit, écoute, nous, on est dans la fenêtre de coupe. Faut bouger. Exact. Michael H, c'est notre deuxième centre. On a-tu de l'espoir de tout ça? On est-tu... Il y a de l'espoir, oui. Va falloir, moi, qu'il monte peut-être un petit peu plus de oomph. Dans le sens que c'est un gars qui a des belles habiletés, mais c'est pas pour rien qu'il a été repêché 21e. S'il avait été vraiment une future vedette, en tout cas, d'après l'information qu'on avait au moment du repêchage, il serait sorti plus haut. Moi, moi, je l'aime bien. Deuxième centre, peut-être. Je veux juste voir un petit peu plus de par rapport à ce que tu dis, Simon. Je l'ai dit dans un podcast précédent, j'ai un recruteur d'une équipe de l'Ouest, de la Ligue nationale, qui m'a dit que sur leur liste à eux, Michael H était devant TJ Ginla et Carter Yakimchuk. Il m'a pas dit qu'il était top 10 sur leur liste, parce qu'ils ont été 6 et 7. Oui, ils ont été 6 et 7. Mais il n'était pas top 10 sur leur liste, mais il était avant ces deux joueurs-là. C'est un argument qui se vaut. C'est un argument qui se tient. Moi, je ne l'avais pas fait, mais c'est un argument qui se tient. Puis ça prouve une chose que le gars t'a dit. C'est que si on voyait les 32 listes, tous les gens qui dénigrent les gens qui sont un petit peu... Tu sais, les Craig Button de ce monde qui vont un petit peu champ gauche, ils verraient que les listes des équipes, c'est pas exactement les listes de Athletic, puis de Sportsnet, puis de TSN. Parce que les gars qui font les listes de Sportsnet puis TSN, des affaires comme ça, ils n'ont pas de job de DG. Et c'est pas pour rien. Non, mais c'est souvent... Non, mais tu sais, il aurait la job, là. On dirait, sérieux, là, on dirait que tout le monde attend la liste, la première liste au mois de septembre. Puis après ça, il y a tweak un peu. Puis ça, c'est ça. Puis ça part de là. Puis tous les Twitter scouts, comme je les appelle, là, ils partent de là. Moi, ce que j'aimerais faire à un moment donné, puis ça, c'est impossible, ça n'arrivera pas. Mais je me disais, là, on ne te donne pas de liste, là. Tu connais personne. Puis on met des numéros de chandail, pas de nom. OK? Puis regardez les games, puis faites-moi votre top 32. Je te jure, ça pourrait être différent. C'est sûr. Parce qu'il y a trop de préjugés qui sont... Ah ben là, lui, tout le monde le met 5e. Je peux pas le baisser 23e, il m'a fait rire de moi. Exactement. Puis ça, c'est une chose duquel... Moi, j'ai jamais eu peur. Ben ça, faut pas, en fait. C'est tout à ton honneur, d'ailleurs. Tu n'as pas peur de la réaction du public. Non, mais je me rappelle... Quand j'avais dit Brad Lambert, là, c'est pas fini sa carrière, mais j'avais dit au podcast de Tony Marinaro, j'avais dit « No draft ». Wow. Je n'en veux pas. Ben là, à date, que ça a l'air, Brad Lambert. Ben, pour un late first, je trouve que ça regarde bien. Ah oui, tu trouves? Tu trouves qu'il y a eu une bonne saison à Manitoba cette année? Je trouve que... J'ai jamais entendu son nom avant aujourd'hui. Brad Lambert. Moi, je pense qu'à Winnipeg, il va avoir une place, mais je pense pas qu'il va devenir nécessairement... Ça sera pas un joueur de premier trio. Là. Ah ben, écoute, si c'est un... Je pense que ça va être un top 9. Si c'est un late first qui joue sur le troisième trio, je ferai mon mea culpa. Moi, je le vois top 9. Je te ferai mon mea culpa. C'est sûr que... Mais si tu te rappelles, à l'époque, Brad Lambert, il y a des années qui ont précédé le repêchage, il était top 3. Mais oui, c'est ça j'allais dire. Il a vraiment descendu. Puis... Oui, pas Bédard. Oui, c'était-tu l'année de Bédard? Je ne me rappelle pas c'est quelle année. En tout cas, il y a mais je me rappelle c'est l'année de Bédard. Parce que c'est un late.
Je me rappelle qu'au mois de novembre, c'était même avant ça, il était numéro 1. Puis là, à un moment donné, il descendait. Puis la Ligue nationale a quand même vu quelque chose, ou a pas vu quelque chose, parce qu'il est quand même sorti loin. Puis ça m'avait... j'ai dit, tiens, la NHL, ils ont vu des choses, ou ils n'ont pas vu des choses. Dans le sens peu comme Ratty qui a free fall qui est dans la Ligue nationale maintenant, mais qui avait descendu, lui aussi était un gros. Ouais. Puis moi, j'avais dit no draft. La raison pour laquelle j'avais dit no draft, c'est que c'est le genre de joueur qui ne me plaît pas. C'est un gars qui, à certains moments sur la glace, il a l'air d'un first overall. Sérieux. C'est ça, il y a des beaux flashs quand même. Oui. Puis à un moment donné, période complète, tu le vois pas. Puis à un moment donné, moi, ces gars-là, c'est vraiment, ça tombe sur les nerfs des coachs, ça tombe sur l'air des fans. Ouais. Moi, j'aime les gars constants. Puis Lambert, il n'était pas constant. Écoute, on va voir ce qui va arriver. Pour le moment, il y a eu un petit essai à Winnipeg, ils ont le retourné. Mais moi, je trouve que suite à son free fall, parce qu'il est tombé de haut, je trouve que là, ça s'était comme replacé. C'est pour ça que je dis, je pense qu'il va se trouver une place dans le top 9 à Winnipeg. Okay. Winnipeg, ils ne sont pas capables de signer des agents libres anyway. Fait qu'ils n'ont pas le choix de développer. Fait que moi, je pense qu'il va trouver sa niche, mais ça ne sera pas une vedette là, dans le message. Mais écoute, s'il fait un 3e trio repêché 30e, c'est correct. Ouais, c'est ça. Du draft de cette année. Je l'aurais sous-estimé. Dans le draft de cette année, c'est-tu Porter Martone, ce joueur-là? Ah, mon Dieu. Porter Martone. Non. Merci de l'avoir dit à ma place. Mais Porter Martone, pour moi... Si je le compare à Alexis Lafrenière, fais-tu une erreur? Tu comprends-tu? Pour moi, c'est un joueur... sur les comparaisons, mais... En fait, moi, Alexis Lafrenière, je me rappelle, la première fois que je l'ai vu jouer, j'ai fait, c'est lui qui va sortir premier. C'est un draft faible. Ouais. Parce que je l'ai vu patiner, puis j'ai fait, il me semble qu'il est lent avec le junior. Dans les juniors majeurs, je le trouvais lent. Ouais. Je le trouvais peu dynamique. J'étais comme, Chris, c'est un draft faible. Ouais. Est-ce que Porter Martone, c'est un peu ça? C'est un gars un peu dans ce sens-là, qui manque de dynamisme. Oui, il y a ça aussi. Moi, le gros problème que j'ai avec les gars de ce physique-là, Porter Martone, qui est toute une pièce d'homme, c'est que tu te demandes toujours, parce que le gars, côté point, là, il cartonne, mais c'est un late. Fait que là, je me dis, c'est un late, puis il est gros. Alors, est-ce qu'il domine parce qu'il a déjà 18 ans puis il fait 6 pieds 4, 6 pieds 5, 200 cucks? Ou est-ce que c'est vraiment un avantage qui va se transposer dans la Ligue nationale? Parce que c'est sûr que c'est tentant. Regarde un gars comme Quinton Byfield. Mais Quinton Byfield, tu voyais qu'il ne dominait pas juste à cause de son physique. Il dominait parce que il avait du talent, il était rapide. Puis là, tu vois dans la Ligue nationale qu'il est en train d'éclore. C'est plus long, les gros joueurs. Contre la Suisse, c'est dominant en tabarnak, par exemple. Ça. Mais c'est pour ça, Martone, pour moi, c'est le gars probablement dans les top espoirs que j'ai le plus de difficulté à classer. Je pense que c'est le plus risqué de la gang. Oui, moi, je te dis, là, moi, mettons, je serais... Moi, là, être à la table de repêchage, j'aurais pas de liste comme telle de 75 noms en ordre. Puis je me souviens, dans le junior, là, des fois, on classait 200 noms. Puis moi, j'avais dit au recruteur-chef, j'ai dit, dis-moi la différence entre le 143e et le 144e. Alors, moi, ce que j'aime, je me ferais des blocs de joueurs. Ouais. Alors, des blocs, mettons, des défenseurs, des tiers, des blocs de position. Puis, tu sais, à un moment donné, puis on a interviewé Pierre Dorion hier, processus, puis il a dit, à un moment donné, ça devient plus clair. Parce qu'il dit, les autres, tu barres des noms. Fait que les autres prennent la décision pour toi. Ouais, je comprends. Fait que si t'hésites entre 2-3 joueurs, ben fais-toi-en pas, il va peut-être en rester juste un. Ouais. Fait qu'à un moment donné, moi, je me ferais des blocs comme ça. Puis Martone, honnêtement, là, il serait dans une catégorie point d'interrogation. Ça dépend. Tu sais, à un moment donné, s'il n'y a plus de joueurs que tu adores, puis tu repêches 13e, puis qui est encore là, ben là, OK, on va lancer le dé. Mais je pense pas qu'il glisse, là. Non. Mais il pourrait quand même glisser, quoi, c'est 7? Il y a que vous en pensez, mais parce qu'on a parlé de lui comme numéro 1 pendant un petit bout de temps cet automne. Puis là, c'est drôle, mais... Un Bouillum Dickinson qui slidait l'année passée, j'en revenais pas. Oui, parce qu'il y avait tellement de défenseurs. Mais personne n'a vu venir ça. C'était... Non. Wow. Oui, on n'a pas vu Beckett Saniki en haut, personne n'a vu ça. Mais l'année passée... là dans le top 10, tout toujours ça. Mais l'année passée, il y avait quand même un top 12 qui était pas mal consensus. Ouais. Alors, c'était évident qu'il y en aurait qui slideraient. Ouais. Puis ça s'est adonné Bouillum Dickinson. Mais tu sais, il y a Yakemchuk qui passe avant eux. Ça aurait pu être Yakemchuk qui glisse. C'est ce que le monde s'attendait. Oui, parce que Yakemchuk, il était peut-être 12 sur bien des listes. C'est ça, exactement. Mais il s'agit que pour Ottawa, il était peut-être 4, 5. Voilà. Il est sorti 6? 7. Alors, ça veut dire qu'Ottawa, au minimum, au mieux, au pire, il avait 7. Au mieux, il avait peut-être quoi, 3, 4? Ouais.
C'est comme Anaheim qui tripait sur Seneke. Je veux dire, il était probablement pas top 3 sur les autres listes. Puis moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont vu, en fait, en Seneke avec le temps. Ils ont vu quelque chose. Parce que moi, j'ai toujours dit que Columbus qui choisit Lidstrom avant Demidov. C'est une tragédie. What the hell? Ça, c'est... Mais moi, Lev Shunov avant Demidov. Je me gratte la tête. Mais Seneca, je me suis dit, je peux comprendre. Mais je pense que Chicago, de ce que j'entendais avant le draft, c'est qu'ils ne voulaient pas repêcher un Russe qui est encore en Russie, qui n'ont pas vu. Je pense que c'était ça la grosse Ils essayaient d'avoir le 4e choix pour repêcher Demidov. Après ça, ils l'auraient repêché. Ils donnaient leur premier choix de cette année non protégé pour le 4e, Lidstrom. Puis là, eux autres, Columbus a décidé de prendre le gros centre. Trop Lidstrom, exact. Columbus. Je me demande c'était quoi l'input de Trevor Timmins dans tout ça. Il était rendu à Columbus. J'aime croire qu'il tapait son poing sur la table pour avoir il est quand même assistant. Il a dû avoir son... Ce qu'il a dit. Il est arrivé, il a fait « OK, j'en dois une aux Canadiens. On va juste leur laisser Demidov pour toutes les espèces de McCarron j'ai repêché. » Mais les fans de Trevor Timmins, là, sérieux, lorsque Timmins faisait un superbe repêchage comme 2007, là, c'était grâce à lui. S'il ne prend pas Giroux, c'est Bob Gainey qui avait dit qu'il voulait Fisher, un défenseur. Il prend, mettons, Louis Leblanc, et puis, c'est peut-être parce que le repêchage était au Centre Bell, ça prenait un Québécois. J'étais là, j'ai crié Louis, moi aussi. Puis quand il choisissait Mikhail Sergachev, c'est Trevor Timmins qui a vu Mikhail Sergachev. Je ne sais pas, ce gars-là, il y avait des fans, c'était quasiment un culte. Ouais. Mais à sa défense, je sais que de source sûre que le choix de McCarron, ça venait d'en haut. Oui, que Bergevin voulait un gros. Non, ça venait d'en haut, en haut. OK. Parce qu'on voulait le prochain on voulait le gars pour tenir tête à Lucic. C'était à l'époque des Big Bad Bruins qu'on se faisait comme ça. Rex se faisait démolir. Oui, on mon Dieu, c'était des tenir tête à Lucic. Mais mais il me semble que ce repêchage-là, j'en avais regardé, puis il y en avait un équivalent à McCarron qui est sorti après puis qui était meilleur. Ça, je pourrais pas te dire. Il faudrait regarder les listes. Tu vas voir, il y en a un qui est devenu meilleur. Je sais que le choix, c'est pas Timmins qui avait le plein contrôle. Je vais nous ramener à Louis Leblanc, en fait. Puis moi, ce qui me ramène aussi avec ce qu'ils ont vu en ce moment aussi avec Demidov, le côté psychologique qui va jouer sur le joueur et la pression. Moi, j'ai l'impression qu'il gère ça comme un chef. À date, il gère ça comme un chef, mais on prend Louis Leblanc quand il est arrivé. Je pense que psychologiquement, lui, ça a été dur pour lui, son arrivée à Montréal, les attentes. Puis là, Demidov, avec les gens avec des pancartes Demigod, puis des affaires comme ça, je trouve que ça peut quand même mettre de la pression sur un gars de 19 ans, mais il a l'air de carburer à ça. Ça vous stresse pas? Il a l'air d'un gars confiant. Il a l'air d'un gars confiant, mais ça peut... Et oublie pas que ça, c'est tous des petits gars que depuis leur très jeune âge, ils se font crier des bêtises par les parents des autres jeunes. Ça, c'est vrai. OK? Alors ça là, c'est pas nouveau pour eux autres. La seule chose qui arrive pour ces gars-là, puis ça, c'est là où il doit être bien encadré, c'est que ça demeure un jeune de 19 ans qui arrive dans une grande ville avec de l'argent plein ses poches. Ouais. On a vu ce qui est arrivé par le passé avec certains joueurs. Ça, je pense que c'est... Il m'a pas l'air d'une tête folle. Non, moi non plus, on salue-tu les frères Costitine en passant ou on laisse tomber? On les salue. Il y a eu Galchenyuk et tout. Mais je pense que c'est la seule chose des fois qu'il faut surveiller. Mais la pression sur la glace... Ces gars-là sont habitués. Ouais. On l'a vu hier soir. Ils étaient zéro nerveux, alors que la majorité des joueurs... Tu sais, souvent, je regarde le premier match d'un joueur de la Ligue nationale, puis je me dis toujours, il est un petit peu nerveux. Il est un petit peu nerveux. Tu sais, même les meilleurs. Là. Premier chiffre, t'as l'échec. Let's go. Là. Ça passe son premier point. Oui, il a fait un beau jeu, mais juste sa réception de passe à la ligne bleue pour éviter l'offside, il a comme ramassé entre ses jambes. Après ça, il contrôle le jeu. Le gars, il était très à l'aise. Quand l'attaquant, il le mettait contre la patinoire, il a zéro stressé. Il a patiné, il est allé dans le coin, il a fait son jeu. On dirait qu'il était dans sa petite patinoire extérieure à côté de chez lui. Tu sais, il ne faut pas oublier, le kid, il avait un agent à 12 ans. Moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps que c'est un professionnel. C'est ça qui sortait aussi de la Russie, là, comme quoi c'était un pro, même s'il ne jouait pas, il était là, il était Je pense qu'il y a cette attitude-là déjà depuis longtemps. Fait que je pense que ça ne l'énerve pas là, vraiment. Je pense qu'il a confiance en ses moyens, il carbure à ça. Je comprends pourquoi Michkov n'était pas un fit avec le Canadien, mais que Demidov en est un. T'sais, on voit que c'est un joueur plus complet, son attitude est vraiment différente. Fait que j'aurais aimé Michkov. J'étais déçu comme tout le monde, mais je comprends pourquoi les Canadiens n'ont pas hésité avec Demidov.
Pour vous, Renbacker, ça sera pas... Non, je l'aime bien, mais là, il est toujours blessé. Ah, ça me fait C'est sûr qu'il y a C'est comme... ça, mais je comprends, moi, les blessures. J'étais pas là la semaine passée, parce que j'étais blessé. Là, je comprends. Mais... J'étais opéré au genou, je comprends ça. Mais là, ça va bien. Moi, c'est une semaine de rétablissement, puis je suis déjà là. C'est cool. On espère que ça ne blesse pas. On a comme... je vais essayer, là, mais on sait jamais. Mais on a comme un premier trio à Montréal, le Suzuki, Caulfield, Uri, puis... Moi, il faut me l'expliquer, en fait, là, puis je pense qu'il y a d'autres gens aussi à la maison qui vont vouloir savoir ça, mais c'est quoi la part de Uri sur le premier trio? Est-ce qu'il est essentiel à ce trio-là ou en ce moment, c'est un peu le boulet que les deux autres, ils traînent? Ben, il y a ses bons et ses mauvais moments. Slavkovski. Il y a eu une période où ça a bien été ce printemps. Oui, très bien même. Fin de l'hiver. Là, c'est plus difficile. Il a fait le but hier. Bon, il est allé se planter devant le filet. C'est correct, c'est sa job. Il a su qu'il avait scoré après qu'on parce ait que dit. je pense que Slav, lui, il va toujours souffrir du fait qu'il a été choisi premier. Ouais. S'il avait été choisi 5e, ne serait-ce que 5e, ça... Ah, OK, 5e. Tu sais. Là, c'est que premier, on pense McDavid, on pense Crosby, on pense Austin Matthews. C'est pas ça à chaque année. Non. J'avais dit, moi, à cette époque-là, c'est une année vraiment maudite pour avoir le premier choix parce que tu as 95% de chance de ne pas choisir le gars qui, finalement, en bout de ligne, va être le meilleur. Ouais. Puis là, alors là, ce que tu dois espérer quand tu fais un choix, c'est qu'au moins le joueur te plaise et qu'il produise de façon, au moins, mettons, comme un top 7-8. Ouais. Mais espérer frapper le jackpot dans une année comme 2022 avec le premier choix, c'est comme faire tourner une roulette. Ouais. J'ai l'impression qu'il ne deviendra jamais le joueur qui va driver son trio. Non. J'ai l'impression qu'il va toujours être un complément. Oui. Tant mieux s'il devient un bon complément. Oui. Mais tu sais, comme là, mettons, on parle d'enlever-les, mettez Demidov sur le premier trio. Je pense qu'on ne peut pas faire ça parce que ça va affaiblir le deuxième trio. C'est ça. Slav ne sera pas capable de traîner le New York. Psychologiquement, ça ne va pas l'aider non plus. Là. Mais éventuellement, au cours des 6-7 prochaines années où tout le monde est sous contrat, Suzuki, Caulfield, Slavkovski, avec l'évolution, les échanges, les repêchages, les agents libres, il est possible que le top 6 soit remodelé à un moment donné. Ça va devenir le deuxième trio. Ah, ça, je le disais, si Suzuki et Caulfield sont sur le deuxième trio, tu gagnes la Coupe Stanley. Ah, totalement. Ouais. Ben oui, c'est Demidov un premier centre, l'autre barre, puis peut-être même que ça va attirer aussi des joueurs là, qui veulent jouer avec Demidov. Il y a peut-être de quoi d'intéressant. Ben là, ça commence à être le fun, venir à Montréal. Mais moi, j'irais quand même plus. En fait, tu disais tantôt, mais j'ai l'impression que Uri ne deviendra jamais le joueur que lui veut devenir. J'ai l'impression que la pression qu'il se met, lui, de son bar, de devenir ce joueur d'impact-là, qui va être capable de tout faire. Quand il se comparait à Brady Tkachuk, je veux être le Brady Tkachuk. Je pense pas que tu deviens le Brady Tkachuk. Il y a beaucoup de... Je le vois pas mean comme Tkachuk. C'est ça. Il a le physique pour, mais il est comme... On dirait qu'il faut qu'il se convainque d'être mean, mais ça vient pas naturel. C'est pas un grand patineur non plus. Mais par contre, c'est un gars qui crée de l'espace. Ouais. Et il peut gagner des batailles. Bonne mise en échec. Il peut aller chercher la rondelle. En série, il pourrait être surprenant. C'est ça. Mais c'est ça qu'on va voir. Si le Canadien est en série, on va avoir une petite idée. Même si la première fois qu'un club fait les séries, un jeune club fait les séries, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Mais on ne sait jamais. Puis moi, Washington, honnêtement, je ne trippe pas sur cette équipe-là. Ouais. Alors, ils sont surprenants, mais je comprends qu'ils sont beige un peu. C'est beige. C'est beige, mais c'est tellement bien coaché, puis c'est bien joué, puis ils ont comme 5 joueurs de plus de 30 buts cette année, là, quelque chose comme ça. Là. Fait que tout est bien divisé. T'as comme des joueurs qui arrivent de nulle part, de Protas, de McMichael. Tu fais comme, vous arrivez d'où, vous deux, puis ils font 30 buts chacun cette année. T'as Strome qui a une saison qui n'a pas de bon sens. Ovechkin qui a l'air d'un gars de 24. Pierre-Luc Dubois, qui, mon Dieu, on savait même pas qu'il savait jouer au hockey de même. Non, mais il y a tout ça, là. Tu sais, comme cette équipe-là, ils sont prenants, d'être coachés super bien, tout le monde a le goût d'être là. Puis je pense que... Mais ce qui est fucked up de ça, c'est que Columbus vient de leur mettre 2 volets back-à-back. Puis là, Columbus en vient nous chercher. Et de plus... Puis là, nous, notre dernier match, c'est contre les Hurricanes. Parle-nous de tes craintes, Pascal. Mais c'est qu'en fait, le succès du Canadien en Caroline, vous le savez tous, il est mitigé. C'est pas l'endroit où on gagne des parties, les Canadiens de Montréal, en Caroline. Oui, mais là, c'est au Centre Bell. C'est au Centre Bell? Oui, la seule chose, c'est que Caroline ne jouera pas son alignement complet. Ça, c'est ce qu'on espère. C'est la première d'un back-to-back. Fait que soit qu'ils reposent leurs joueurs là pour qu'ils aillent au dernier match de la saison,
ou l'inverse. À part ça, ça peut devenir une discussion complètement désuète dans quelques heures. Ouais. Dans quelques heures, ça peut l'être. Mais pour Parce vrai, qu'on rappelle qu'on est mardi aujourd'hui. On est mardi, mais je vois pas comment Columbus peut perdre contre les Flyers avec les performances qu'ils ont faites dernièrement, puis que les Flyers sont de moins en moins bons, là, tu sais. Ouais. Puis après ça, ils jouent contre les Islanders avec un coach qui... Il est des fois, il fait des choses, ce coach-là. Retirer un enfant qui a son premier game dans une nationale de hockey après 2 tirs. Mais mon Dieu Seigneur, le monsieur! Ça là, c'est un comportement de monsieur qui vole des bonbons à des enfants à l'Halloween, là, tu sais. Mais en même temps, puis, mais ce que là, les Flames vont pas faire les séries, en ce qu'on espère. Le Wild va passer le côté avec les Blues de Saint-Louis. Je pense que c'est ça qui devrait arriver. Pas certain. Pas certain, mais c'est ce qui devrait... À date, c'est ce qu'on aurait, tu sais. Fait que les Flames, et peut-être que les Canadiens vont pas faire les séries, ça veut dire qu'on aurait 2 choix à peu près en milieu de peloton. Ben, si les deux font pas les séries, c'est 15-16. Tout simplement. Puis, qu'est-ce qu'il va y avoir de disponible comme joueur? Y a-t-il quelque chose d'intéressant rendu là où on est... Ben, en premier lieu, il y a le fameux joueur X... qui va glisser. Ouais. Porter Qui Martin. sera-t-il? Je ne sais pas. Ça, c'est la première chose que tu dois souhaiter. Puis en ayant 2 picks, tu peux prendre une chance sur lui. Oui. Là, ça, c'est la première chose. Dans le scénario le plus réaliste, tu peux avoir un gars, exemple, un local, comme Justin Carbonneau, qui va être disponible. OK. Exactement dans cette fenêtre-là. Qu'est-ce que c'est, Justin Carbonneau? Justin Carbonneau, c'est un joueur de centre qui a la possibilité, selon moi, son plafond, c'est 2e trio. Son plancher, c'est 3e trio. Okay. Donc, on parle d'un joueur, si on peut faire un résumé, joueur de milieu d'alignement. Ouais. Bon, il fonce au filet. Ça, j'adore ça. Ça prouve que le gars n'a pas peur. Il a un lancer extrêmement puissant et précis. Alors ça veut dire il y a des buts qui vont rentrer. C'est pas Alex Newhook là, de ce côté-là. Il va dans le trafic pour scorer. Il va dans le trafic pour scorer. Alors moi, c'est déjà 2 choses et il y a un physique imposant. Donc moi, là, c'est des choses à la base. Il patine. Fait que c'est des choses à la base, des qualités qui se transposent très bien dans la LNH. Ouais. La seule chose, moi, que j'ai remarqué de lui, puis ça vient avec la maturité, quand ça fait pas son affaire, son langage corporel, et puis ça, tu vois ça en personne, là. J'ai vu beaucoup de matchs à Boisbriand. Quand ça va mal, quand ça fait pas son affaire, son langage corporel est vraiment négatif. Et ça, dans la Ligue nationale, tu sais, mettons, il y a un coéquipier qui ne l'a pas vu. Il peut donner un coup de bâton, il peut faire lever la tête en l'air. Ouais. Ça, dans la Ligue nationale, ça marche pas. Ah, mais vois-tu, le gars a 18 ans. Oui, mais quand même... Mais moi, ça c'est des affaires qui ne m'inquiètent pas. Mais c'est quelque chose quand même que, comme tu es un club comme le Canadien qui construit une équipe, mais aussi une unité, puis une cohérence, puis des amis, mais c'est pas le genre de joueur que tu veux rentrer dans cet environnement-là. Mais je comprends. Ben écoute, ça, là, c'est vraiment un petit détail. Là. Je sais. Je fais juste du nitpicking, comme on dit. Là. Moi, je fais chier aussi. Ouais, c'est ça. Je veux se faire de bon. Un gars que j'aime bien, moi, j'ai l'impression que le Canadien va y aller avec un attaquant puis un défenseur. Okay. C'est mon impression. Ouais. Un que j'aime bien dans cette fenêtre-là, Cameron Reed, un défenseur de l'Ontario, qui est complet, qui n'a pas un petit physique, mais qui n'a pas un gros physique non plus, qui est bon offensivement sans être une étoile, puis qui est bon défensivement aussi. Donc, on parle d'un gars qui va être choisi probablement entre 15 et 20, un gars, d'après moi, de 2e paire, un genre de gars qui peut être un défenseur numéro 3 ou numéro 4 dans une équipe, avec un potentiel offensif quand même décent. Alors, en ce moment, je verrais, j'en ai nommé 2, je pourrais en nommer plein d'autres, mais je verrais ce genre de joueur-là ciblé par le Canadien. Il y en a qui m'ont demandé souvent la question, Ivan Rabkin, le Russe, qui était supposé être dans le top 5. Pascal tripe dessus, soudainement, s'est mis à triper dessus il y a quelques épisodes. Oui, très cool. Gros fan. Bon. Rabkin, on sait, il était perçu dans le top 6-7 au début de l'année. C'est all over the place. Là, il a baissé. Là, en Russie, ça a mal été en début de saison. Il a été rétrogradé 2 fois. Et il s'est envenu dans USHL. Qu'est-ce qui me dérange de Rabkin? Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce que j'aime? C'est que le gars, il peut te faire une coupe de jeu vraiment spectaculaire que tu dis, ça, c'est un talent top 5. Mais souvent, dans un match, c'est juste ça qui a fait 1 ou 2 jeux. Puis le reste du temps, tu dis, où est-ce qu'il est Rabkin? Et ça, je ne crois pas que même avec 2 choix, ce n'est pas le style
de Kent Hughes et du Canadien d'aller faire des paris comme ça. Mais il y a des équipes qui vont le faire. Il y a des équipes qui ont 2 et 3 choix cette année. Parce que j'ai regardé les rankings, c'était entre 12 et 45. C'est high risk, mais c'est high risk, high reward. C'est le genre de joueur que si tu as 3 choix, mettons, puis il y a 25 qui est encore là, ben, tant qu'à prendre un futur plombier de 4e trio. Mais c'est un Alexander Semin. Pardon? C'est un Alexander Semin. Plus, oui, c'est ça. On est là. On est comme, wow, quel goal. Il était où le reste de la partie? Il a fait un moi, tu vois, j'ai parlé à un recruteur dernièrement. Il m'a dit, comme moi j'avais dit pour Brad Lambert, il m'a dit no draft. Ah ouais? Il dit jamais pas. Wow. C'est fou, ça. Wow. C'est sûr que les Canadiens ne repêcheront pas de goaler cette année. Et puis, sûrement pas pour les années futures. On est vraiment bien. C'est encore drôle. C'est encore drôle. Dobech Fowler, ça te. Tu repêches jamais assez de gardiens de but. Mais attends une seconde, là, on n'a pas des prospects moyens. Là. On a de très bons prospects gardiens de but. Fowler était 3e meilleur prospect gardien de but. Tout à fait d'accord avec toi. Puis je sais qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. La seule affaire avec les gardiens de but, c'est que pour trouver un Lundqvist ou un Pecorini ou un... Tu sais, je te parle des gars choisis loin, là. Faut que tu en repêches. Et que tu en repêches et que tu en repêches. Puis à un moment donné, il y a une sélection naturelle qui se fait. Alors, moi, je trouve bonne l'idée de repêcher les gardiens de but. Le Canadien l'a fait depuis quelques années. Parce qu'à un moment donné, tu es rendu en 5e ronde. Là, tu regardes ta feuille et tu dis, OK, le joueur le plus haut qu'on a sur notre liste, mettons, il est 74e. Là, tu parles à tes dépisteurs. Le dépisteur va dire, c'est quoi son plafond? Oh, peut-être un bon joueur pour le Rocket. Ouais. OK, là, tant qu'il y a des bons joueurs pour le Rocket, goaler. Je comprends. C'est dans ce sens-là. J'imagine que tu veux parler de Fowler. Je veux parler de Fowler, mais on n'a pas un gardien aussi en ce moment en Europe de l'Est là, qui... je me souviens pas c'est quoi son nom. Ouais. Puis c'est-tu le fun? Ben là, cette année, ça a moins bien été. Fait que, l'année passée, c'était un des meilleurs de son âge. Là, ça a moins bien été. C'est dur à juger en Russie parce qu'ils ont toutes des moyennes de 1,23 puis des... Oui. Comme il n'y a pas de but qui se score. Fait que c'est pas jugeant. super impressionnant les stats, mais à quel point c'est... Faut que tu vois des tournois internationaux comme on avait eu la chance de voir Vasilevski. Ouais. Mais là, les Russes ne sont pas des tournois internationaux. Ils sont beaucoup plus difficiles à évaluer. Alors, écoute, il y a des spécialistes de gardiens. Canadien Vincent Riendo, qui, je crois, habite en Russie. OK. Je ne sais pas s'il habite en Russie, mais en tout cas, il est le spécialiste des gardiens de but et c'est lui qui est derrière les sélections faites dans la KHL ou la VHL, la MHL. Alors, on va laisser ça entre ses mains, mais c'est sûr que c'est... Écoute, tu lances des dards. Ouais, c'est ça, mais si tu veux parler de Fowler, on peut en parler, mais tout ce qui va être de l'angle « il n'est pas magnifique » et un goaler fantastique ne sera pas accepté dans les prochaines minutes. OK. Alors... je pense que je vais bien m'en tirer. Non, qu'est-ce que tu en penses de notre ami Fowler? Fowler, je l'ai vu en personne cette année, 2 matchs. Il y a un match qui a été correct, l'autre match qui a été très, très bon. Et j'ai regardé également son match de samedi. Ouais, le Rocket 2-1. À Syracuse, c'est ça. Il a très bien joué. Moi, ce que j'aime beaucoup de lui, là, de sa force, c'est que c'est comment il est éveillé par rapport au jeu qui se passe autour de lui, surtout quand c'est dans les coins et en arrière du filet. La tête est constamment en mouvement et surtout, les jambières sont constamment en mouvement. Alors, c'est pas un gars nécessairement que tu peux pogner facilement sur un wraparound. Okay. Ça, je trouve qu'il est il est très actif. Il dort pas au gaz dans le filet. Ouais. Ça, moi, j'adore ça. C'est pas le gars de 6 pieds 5, 6 pieds 6, mais pour moi, il y a une présence devant le filet que j'aime. Une petite affaire, mais ça, j'en ai parlé avec Mathias. Puis peut-être que Mathias a un bon point là-dessus. Moi, je trouve qu'il est il joue un petit peu profondément dans son filet. Un petit peu trop à mon goût. Fait que des fois, ça va ouvrir, ça va donner des ouvertures. Il n'est pas particulièrement gros pour un gardien. Non, c'est ça. Il y a une bonne présence dans le filet, mais c'est pas M. Michelin. Ouais. Puis ça, Mathias, il m'a dit, as-tu remarqué? Il dit peut-être, à travers le hockey en ce moment, c'est peut-être quelque chose qui est enseigné aux gardiens de but. C'est peut-être une nouvelle technique qui est enseignée parce que peut-être que ces gars-là, eux autres, c'est comme le papillon. Le papillon, là, moi, ce que j'aimais pas au début, quand j'ai connu ça des années 80, je me disais, tu peux te faire passer la rondelle entre les jambes. Mais là, on m'avait dit, oui, mais regarde les probabilités. Le nombre de fois que ça arrive par rapport au nombre de fois que de plus en plus, le papillon va t'aider. C'est les probabilités. Alors, d'après moi, cette histoire-là, peut-être de jouer loin dans le filet, c'est que les autres se disent, OK, il va peut-être en laisser passer 20 dans la saison comme ça, mais en jouant comme ça, il va peut-être en arrêter 40. C'est ça. Tu regardes un gars comme Aiden Hill, là,
C'est pas un gardien athlétique, c'est un gardien de probabilité. Il se place devant la rondelle puis il espère que la rondelle le frappe. C'est un bon gardien. Moi, j'aime ça quand tu challenges les... Fowler, c'est un gardien athlétique qui va... très athlétique. Écoute, le jeu de jambes, mais vraiment... Mes derniers matchs de Debèche, des fois, Debèche était profond dans son filet, des fois, il était sorti. Il a vraiment bien joué les deux. Même que des fois, je trouvais qu'il était vraiment profond dans son filet. Mais Debèche, il n'y a pas de style. Là, il arrête la rondelle. Il est all over the place. Il y a de la misère à contrôler ses retours. Mais moi, j'aime la compétitivité du joueur. J'aime ce qu'il donne, sa patinoire. Mais moi, un joueur, les deux gardiens qu'on a là, Fowler et Debèche, pour moi, c'est deux compétiteurs. Un peu arrogants, qui veulent gagner des matchs. Puis j'ai l'impression que c'est ça la base d'un gardien de but. Il faut une arrogance. Il le faut. Tu sais, un gardien. Il n'y a rien de pire qu'un gars qui perd sa confiance. Mais un Primo, à la fin, avant qu'il retourne à Laval, c'était juste un gars qui a perdu la confiance, qui espérait que la rondelle le frappe. Là. Mais là, on a retrouvé un Primo qui n'a pas de style bon sens. Là, qui est peut-être plus dans sa ligue présentement aussi. Là, il est dans sa ligue. C'est un gardien HL. Ah oui, c'est un gardien HL. Ah ouais, c'est Pour moi, c'est un gardien HL. D'ailleurs, Simon le disait depuis l'an passé. Moi, j'étais pas là l'an passé, mais là, je suis forcé d'admettre que... Ça ressemble à ça. Il y avait du monde qui n'était pas là l'an passé et qui était vraiment maudit. Il était insulté. Vraiment maudit après moi. En fait, les gens qui sont en maudit ont espoir. Ben, c'est ça. C'est ça. Mais moi, j'ai tout le temps espoir que Primo... Je souhaite le meilleur pour le kid en faisant comme... Hey, j'espère que tu vas pouvoir être bon dans la ligue, tu sais. Mais là, en plus, les playoffs arrivent à bon pas, même dans la AHL. Mais je veux savoir, avant qu'on sorte des prospects, là. On sort pas des prospects. OK, tu restes dans les prospects. Oui, mais vas-y. Caleb Desnoyers, tu le vois-tu top 5? Il va-tu percer le top 5? Ou... Regarde, moi, il va percer mon top 5, mais la réalité, là, ce qui va arriver le soir du repêchage, je pense va dépendre beaucoup de ce qu'il fait en séries éliminatoires, dans le sens que s'il sera en Coupe Mémoriale et il est un des meilleurs joueurs en Coupe Mémoriale, puis la compétition va être forte cette année, je pense qu'il va sortir top 5. Un peu comme Seneca avait grimpé à la dernière minute d'un classement l'année passée. Si Moncton se fait éliminer, je ne sais pas, en finale, puis qu'il y a des séries correctes sans plus, là, on parle peut-être entre 5 et 7. Il ne descendra jamais 5, au Canadien. 6, 7. Il sera... non, oublie ça. Il sera un bon Canadien. Mettons, on prend pour acquis, là, on va prendre pour acquis qu'on fait les séries, on fait une ronde. Ouais. On fait pas de ronde, on perd. Ben, c'est ça, on perd en première ronde, mais on fait les séries. Okay? Fait que, mettons, on se retrouve avec les choix 14 et 17. Mettons, ou 16 et 17. Parce que Calgary, mettons... Je pense qu'ils vont faire les séries. Non, mais même s'ils font pas, ils vont être la meilleure équipe qui a pas fait. 16 17. Parce que dans l'Ouest, c'est d'après moi, en ce moment, ça va être un back-to-back. Good. On se retrouve avec 16-17. On dit que, mettons, on est rendu au choix 7, Desnoyers pas sorti encore. Oui. Est-ce que tu packages ton 16-17, puis ça serait pas assez? Tu rajoutes un maillot, mettons, pour aller chercher le 7e pick? En courant comme un voleur. Ouais. En courant. OK. Parce que 16 et 17, ça... Peu importe qui te choisit, là. J'aime ce que j'entends. Ça vaut pas Desnoyers. OK. 16 et 17. Là, tu vas me dire, oui, mais peut-être que le gars choisi 19 va devenir le meilleur joueur du repêchage. Je le sais. OK, mais encore là, probabilité. Oui, 16 et 17, puis un gars qui dépêchez-vous, échangez-le avant que les équipes aient plus d'estime pour lui, là. Parce que Maillot a encore une valeur. Je le souhaite. Je le souhaite qu'il ait encore une valeur, mais je suis sûr qu'il n'a pas la même valeur qu'il avait l'année passée. Puis, alors, Maillot 16-17 pour le 7e choix, en courant. Oui, il n'est pas capable de jouer dans sa zone, Maillot. il est dans l'une. Il est dans l'une. Je le trouve dans l'une. Je vais au Rocket, puis je le regarde, puis je me dis, mon Dieu, il pense à quoi? Il pense-tu à faire le ménage de sa chambre? Là, il n'y a pas de chambre, il dort dans le salon. Mais là, en plus, il y a des joueurs là, qui arrivent pour les playoffs de hockey. Nikishin puis Bouin arrivent dans le... Bouin? Bouillum. Guys, je me demandais qui se parlait pendant j'ai pas besoin de dire les mots comme faut. Je commande pas. Je sais c'est qui. Je suis pas capable de dire son nom. Mais il arrive là pour les playoffs, en fait, en Caroline, puis avec le Wild. Puis ça va de quoi leur utilité à ces deux jeunes joueurs-là qui arrivent dans la compétition la plus tough au monde? Le passé nous démontre que ces joueurs-là, souvent, ont un impact. Je pense que Nikishin va avoir un gros impact en Caroline. Nikishin, encore là, un joueur mystérieux. C'est très difficile d'évaluer les gars de la KHL. Il est plus vieux aussi. Oui, est-ce que ça va être un genre de Panarin de la défensive? Ou est-ce que ça va être tout simplement un simple 4e ou 5e défenseur qui a un peu de talent en attaque? Ça, c'est rare, je ne me prononce pas, mais je ne peux pas me prononcer. Pour l'impact en série d'un gars comme Bouillum,
ben, on l'a vu par le passé que des gars arrivent, puis souvent, on les jette dans la gueule du loup, puis ils sont pas si mal. Puis il y a des gars comme Makar qui, eux, étaient arrivés en série. Puis Makar, c'est Makar, là. C'est mais ça. il reste quand même que je pense pas que... Par contre, Bouillum, c'est quand même un late. Il y a 19 ans. Je pense qu'à Minnesota, ils ont peut-être besoin d'un gars comme ça parce qu'ils n'ont pas une mauvaise brigade défensive, mais il n'y a pas beaucoup de profondeur. Mais le Wild avec Faber, Bouillum, Jiricek, ce sera pas gênant. Ouais, Jiricek, c'est encore... le jury est encore... je pense qu'il va finir top 4, j'ai l'impression. Je sais pas. T'es pas un gros fan, hein? Ben, je l'étais avant son année de repêchage. Ben, payer cher, tu vois, en quantité de choix, oui. Encore là, c'est toujours la même affaire. Si tu regardes qu'est-ce qu'ils vont prendre avec les pics, on va peut-être dire « Ah, ben, ils ont bien payé, il n'y a pas un joueur qui joue dans la ligue. » Mais si tu regardes les gars choisis aux alentours de ces pics-là, on peut arriver et dire « Ah, il aurait pu avoir un tel, un tel, un tel. Tu sais, c'est comme l'échange de Matt Duchene de Colorado il y a quelques années. Ça avait l'air absolument monstrueux, le retour. Puis finalement, quand tu regardes ça, ben, c'est Bowen Byron. Shane Bowers. Puis Shane Bowers, puis je pense qu'il y a un autre qui était sorti de ça, qui ont repêché, là. Mais en tout cas, ça s'est limité pas mal à Bowen Byron puis à un autre joueur dont le nom m'échappe. Puis Bowen Byron a été échangé contre Middlestad. Tu sais, Middlestad a été échangé. Fait que, tu sais, des fois, il ne faut pas trop, tu sais, un choix de fin première, 2 choix de deuxième, 2 choix de troisième, puis 1 choix de quatrième, puis... Ah, mais ça reste donner des billets de loto au monde. Ça reste de donner des billets de loto. Moi, je les prendrais, ces billets de loto-là. C'est ça. Ah ouais, mettez ça, mais tu sais... Je dénigre pas l'affaire. Je fais juste dire que il faut pas nécessairement partir en peur que ça va être un 5 contre 1 à la Philippe... Lindros contre Forsberg et compagnie. Non, mais c'est parce que là, tu donnes un joueur que tu sais qu'il va jouer NHL sûr. Puis après ça, toi, tu as des chances de pogner quelque chose, mais tu n'as peut-être rien pogné. Là. Fait que c'est pour ça que t'es mieux. Ouais. Puis moi, c'est Lafrenière aussi là, que je veux finir les prospects sur Alex Lafrenière, qui est pour moi encore un prospect, en fait, parce que j'ai pas l'impression que. 5e saison, oui. 5e saison, mais on dirait qu'il joue encore comme un gars de 2e année. Il a eu de la misère à faire sa place dans la ligue. On abandonne. Écoute, il a été bon au bon moment. Ouais. Oui, alors, ça lui a donné un beau contrat de 50 millions. Dépêché à signer son contrat. Alors, écoute, tant mieux pour lui. Je suis toujours content, moi, quand les gens gagnent bien leur vie. Alors ça, l'affaire des salaires, moi, je dénigre pas ça. Quand je dénigre les salaires, c'est par rapport au plafond salarial. C'est pas par rapport au fait. Je suis pas jaloux que le gars fasse 50 millions. Tant mieux pour lui, je le connais pas. Cependant, je pense qu'il est ce qu'il est. Mais il y en a qui vont m'arriver avec l'argument « Regarde, Capo Caco est rendu à Seattle et il joue beaucoup mieux. » Ça s'est calmé un peu. Là, ça s'est calmé, s'est calmé, mais... Mais il y a plus de temps de glace. Il y a un petit peu plus de temps de glace. Ouais. Est-ce que Lafrenière, un échange pourrait lui être bénéfique? Peut-être. C'est sûr que à Rangers, il n'y a jamais eu le haut du pavé au point de vue d'utilisation. Mais il en demeure pour moi que quand je le regarde jouer, je vois le gars que tu as décrit. C'est-à-dire un gars fort, un gars qui est capable, tu sais, c'est un ailier de puissance, mais c'est un ailier de puissance, c'est un mini ailier de puissance dans le sens que c'est pas le gars qui va te faire, je pense pas, là, le gars de 40 buts qu'on attendait. Bing bang rentre dedans, 40 buts, 50 passes, 90 points. Je pense qu'il est pas mal proche en ce moment de ce qui va être au cours des 7, 8, 10 prochaines années. Parce que l'an passé, on pensait que ça y était. On pensait qu'il était parti. Oui. Alors, le développement d'un joueur, c'est pas linéaire. Mais à un moment donné, rendu à sa 5e saison, tu commences à avoir une idée. Oui. Puis là, dans les prochaines années, il va y avoir Gavin McKenna qui sort. Pas cette année, mais l'année prochaine. Oui. Je pense que déjà, lui, son plafond est plus élevé que Lafrenière. Là. On a quelque chose de plus... mais McKenna, t'es pas loin de McDavid. Là. On est-tu pas loin de McDavid? On n'est pas loin de McDavid. Ah ouais, à ce point-là? Oui. On n'est pas à McDavid, mais on n'est pas loin de McDavid. On a vu le but Gascaré il y a 2 jours. Oh, ouais. Est-ce qu'il peut, avec le temps, monter à un niveau de McDavid? Puis un peu être ce fameux... Ben, il va falloir qu'il devienne peut-être un petit peu plus fort, ça arrive. Ouais. McDavid aussi a pris du coffre. Parce que McDavid, c'est un power forward en même temps. Oui. Alors, c'est ça, il y a cette dimension-là que McKenna n'a pas. Encore. On a reçu Alexandre Degg ici au podcast, puis il disait McDavid, il va la chercher lui-même, la rondelle dans le coin. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. C'est ça. Il est complet. La seule chose qui arrive, c'est qu'il demeure pour moi, McKenna, il joue dans la Ligue de l'Ouest. Pas un fan de cette ligue-là, hein? Non. Mais c'est une ligue défensive. Je trouve que... Ben, justement, je trouve que
je trouve que les statistiques de certains joueurs sont gonflées. Ah oui? Parce que tu prends, là, j'ai fait un exercice cet hiver, puis j'ai regardé, je pense, les 50 premiers compteurs de la Ligue nationale. Il y avait très peu de joueurs de la Ligue de l'Ouest. C'est l'OHL, pas mal. Hein? C'est l'OHL. La meilleure joueur de ligue, la meilleure ligue, au monde junior pour juger un joueur par rapport à ce qu'il va devenir dans la Ligue nationale, c'est la OHL. Moi, je te dis, si tous les joueurs faisaient partie uniquement de la OHL, peu importe, là, les gars de l'NCAA, les gars des collèges, des high school américains, les gars des autres ligues canadiennes, les Russes, les Finlandais, tu les mets toutes dans une ligue qui joue le style de la OHL, les erreurs au repêchage seraient extrêmement minimisées. Parce que tu pourrais comparer des pommes avec des pommes dans un contexte qui ressemble à la NHL. Là, tu prends des gars en Finlande, tu compares ça avec... Ils jouent dans les ligues d'hommes de Finlande, d'autres jouent dans les ligues juniors de Suède. Il y en a un autre dans la Ligue de l'Ouest au Canada, il y en a un dans un high school américain. Écoute, c'est milli-mélo, là, tu fais quoi? Puis on parle de... Ça se parle de plus en plus depuis quelques années, mais on dirait de plus en plus ces temps-ci d'augmenter l'âge de repêchage de la Ligue nationale. T'es-tu un fan de ça? Regarde, genre 19-20? Un an de plus. Exact. Ça donnerait une meilleure idée des équipes quand ils repêchent. Puis, la NFL fait ça. Là, les joueurs de la NFL sont repêchés quoi, à 21-22? Ouais, 22, 23 même. Ouais, il y a moins de risques d'erreur avec les choix. Oui, puis la NFL se trompe beaucoup. Mais le football, c'est un autre animal. Parce que le college football puis le football de la NFL, on dirait que c'est deux sports différents. Avec toutes sortes de raisons, mais... Si on faisait un podcast de football, on pourrait en parler. Mais pour revenir à ça, moi, je suis assez vieux pour me rappeler d'une époque où, justement, les joueurs étaient repêchés plus vieux. Okay. Il y a eu une époque où on a joué beaucoup au yo-yo. Il y avait des années, c'était après la saison de 19 ans, donc les gars à 20, 2 ans plus vieux qu'en ce moment. Mm-hmm. Après ça, on avait baissé ça. Parce qu'en 18 puis 20, il s'en passe des affaires. Après ça, on avait baissé ça à 18. À un moment donné, on l'a remonté à 19. Puis là, finalement, ils se sont branchés, si ma mémoire est bonne, en 81 ou 82 à 18, et c'est resté comme ça. Mais il y a eu beaucoup de yo-yo, je te dirais, entre mettons, Guy Lafleur, qui avait été repêché à 20 ans, après la saison de 19, là. Okay. On s'entend là-dessus, là. En 71 et 81. Et ce que ça a donné, moi, ce que j'avais observé, et ce que ça avait créé, ça a d'ailleurs contribué à créer une des plus grosses erreurs de l'histoire du repêchage, et c'est le Canadien qui l'a fait. Les plus jeunes, comme vous autres, ont certainement entendu parler de Doug Wickenheiser. Ouais. Oui, le fameux Doug. Oui, devant Denis Savard. Ouais. Et ce que ça avait créé, à ce moment-là, les joueurs étaient repêchés un an plus tard. Ça, c'en est un qui n'a pas handlé la pression, hein, je pense. Je vais revenir là-dessus. Okay. Je ne l'ai pas connu. Après t'avoir donné le contexte, là. Oui. Cette année-là, en 1980, on repêchait les gars après leur saison de 18 au lieu de leur saison de 17. OK. Donc, imagine-toi là, que cette année, les Matthew Schaefer et compagnie ne seraient admissibles que l'an prochain. Là, tu as un an de plus pour les voir. Ce que ça a créé, c'est que Doug Wickenheiser, après sa saison de 17, personne n'aurait pensé à lui premier. Dans sa saison de 18, il a fait 170 points. OK. Alors là, il a monté. Alors, ça a créé un billet positif en sa faveur parce qu'on se dit, ben voyons donc, 170 points. Oui, mais il y avait un an de plus. Denis Savard, lui, il avait joué à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans. Il avait été constant les 3 années. J'ai vu ce gars-là 1000 fois en personne. Dans le temps, le junior jouait au Forum. Mm-hmm. Puis Denis Savard, c'était Demidov. Ah ouais. Tu comprends? C'était Demidov qu'on a vu hier soir. Ouais. Puis oui, il était petit, contrairement à Demidov qui a plus un physique imposant. Et là, c'était le gros joueur de centre de 170 points dans la Ligue de l'Ouest ou le gars dans la Ligue du Québec qui fait bien des points, qui est petit. Puis la Ligue du Québec, ben dans ce temps-là, on disait c'est une ligue qui est trop offensive, c'est juste des petits joueurs, ça ne marchera pas dans la NHL. Ce qui est arrivé, le premier match, Chicago Canadien, puis j'ai repassé ça hier quand j'ai vu Demidov et Levchunov. Le premier match de la saison a lieu entre Chicago et Montréal. Cette année-là, en 80. On a Denis Savard qui est dans l'alignement des Blackhawks sur le premier trio. Jouer, hein, je pense et Doug Wickenheiser, tu connais bien ton histoire du hockey. Doug Wickenheiser, pour ne pas lui imposer de la pression, on le laisse sur la galerie de presse. Puis au contraire, je pense qu'il avait joué dans la tête. Ça l'a tué. C'est ça. Ah ouais? Ça l'a tué. Ben oui. Et en même temps, ben, c'était un gars qui était, il était un peu lent dans son exécution. Il était grand, il était gros. On a essayé de le faire jouer avec Lafleur, ça n'a pas marché.
c'est tout simplement, bref, un joueur qui avait été surestimé parce qu'on repêchait les gars un an plus tard. Alors moi, quand on me dit « Ah, on aurait un an de plus les évaluer. » Oui, mais t'aurais peut-être un an de plus pour gaffer. Alors, je pense que, c'est quoi, ça reviendrait au même. Il y aurait des gars, oui, qu'on évaluerait mieux, mais il y aurait des gars qu'on surestimerait. Puis, alors, en bout de ligne, là, ça ne change rien. Puis, de toute façon, ça va être dur à challenger en raison des lois du travail que tu ne peux pas empêcher un jeune de 18 ans de travailler. C'est ça qui pourrait être challengé par les avocats. Mais il y a aussi le côté de... Tu sais, le joueur de 19 ans qui va faire sa saison de, genre de 18 ans dans la Ligue junior majeure du Québec, par exemple, une saison de plus, il va jouer quand même contre des joueurs de 16 ans, 17 ans, fait qu'il va mieux paraître parce que les autres joueurs vont être plus... Fait que les stats de tout le monde vont être boostés. Fait que regarde comment les joueurs de 19 ans, souvent, on vient des gars bien ordinaires à 17 qui, à 19 ans, explosent, puis là, on les surévalue. Et c'est pour ça que je dis souvent, tu sais... Joshua Roy, ça fait ça, je pense. Ben, Joshua Roy. C'est un bon exemple. Joshua Roy, c'est le meilleur exemple. 18-19. Écoute, il cartonnait, il faisait des points, puis là, tout le monde s'est dit « Ah, Canadien, quel vol en 5e ronde! » Mais à 17 ans, Joshua Roy, il était bien ordinaire. Alors, je sais, un joueur, ça peut s'améliorer. Tu peux pas... Regarde, Drake Batterson, à 17 ans, il jouait dans une ligue, je pense, midget encore. À 18, il arrive dans Q, il joue bien. Ottawa le voit, il repêche en 4e ronde. C'est un très bon joueur dans la NHL. Je sais pas qu'il n'y en a pas. Josh Roy ne me donne pas la vibe d'un gars qui a une éthique de travail et tout cassé. Je vois pas une grosse amélioration dans Alors, on va pas parler de jeunes de 18 ans qui se saoulent au Dagobert le week-end, là. Moi, j'embarque pas dans ce qui se passe en dehors de la glace. Non, je parle pas. Je parle même pas de ça parce que ce qu'on entend, c'est pas débile. C'est un gag que j'ai fait. Mais au-delà de ça, sur la patinoire... sur la glace, je vois un gars qui n'a pas le sentiment d'urgence. Mais c'est ça. Parce que là, lui, il a une opportunité de faire des millions de dollars. Parce que même si tu es sur un 3e trio dans la NHL... Ah oui, tu fais de l'argent. Tu fais de l'argent. Puis tu sais, il est arrivé au camp, le poste était à lui. Il avait juste à le prendre. Oui. Puis il a pris ça pour acquis. Il avait le perdre. C'est ça. Alors, c'est-tu un gars qui va toujours prendre pour acquis? Tu sais, des fois, là, des jeunes, c'est la même chose à l'école. Tu sais, quand tu as passé toute ta jeunesse sans trop te forcer à être le meilleur. Des fois, à un moment donné, tu sais, OK, tu as passé ta vie à l'école, tu as 97 de moyenne à la polyvalente. Puis au cégep, tu cartonnes encore pas mal. Puis là, écoute, moi, me faire une maîtrise, un bac comme rien, moi, à l'université. Puis tu arrives là, le premier examen, tu n'as pas trop étudié, tu frappes un mur, tu as C-. Ben, c'est la même chose, on dirait. Ça ressemble à ça, Joshua Roy. Ça ressemble à ça, Joshua Roy. Puis c'est dommage. C'est dommage parce que je pense que le gars, il a quand même les aptitudes. Il n'est pas rapide, mais il a quand même les aptitudes pour être un gars de 3e trio. Mais c'est toi, tu dis, il n'est pas rapide ou peu importe, mais il peut devenir rapide. J'ai l'impression que ces possibilités-là, s'il travaille, ça a l'air d'être un gars qui a le physique du joueur de hockey, skills qu'il peut, mais il met pas l'effort, tu sais. Alors, dans ce temps-là, tu restes dans la Ligue américaine puis tu fais 100 000 par année. C'est ça, parce que des fois, on dit les joueurs sont pas rapides. Je fais, mais travailles-tu sur ta vitesse? C'est ça aussi. C'est difficile, par exemple. Mais il y a quand même des coachs de patin qui peuvent t'aider dans ta technique, des trucs comme ça. Luc Robitaille, un gars qui traînait son piano, qui a fait 700 buts, il avançait pas. Oui, mais il y a quand même une limite à un moment donné. Mais il y a le physique de patiner rapidement. Michael McCarron travaille dessus pour qu'il patine rapidement. C'est limité. Joshua Roy, tu fais que, on peut quand même avoir un speed. Je suis d'accord avec toi. Il y a le size de Tim Stützle. Fait que, tu sais, je suis d'accord avec toi. Marco Normandin, on a une question du public aujourd'hui. J'ai deux questions du public. Deux questions du public. Est-ce que tu peux nous les poser? Oui. Premièrement, j'ai Tommy dans notre Keeper Pool. C'est le Keeper Pool que tu vas finir 4e. Mais vas-y, continue. 3e. 3e. Il veut savoir, on a le Snake, il veut savoir Trevor Conley, que je surnomme la tête d'aluminium. Est-ce que lui, il s'est senti là, un peu floué. Là. Il l'a pris, il l'a drafté cette année là, sous tes conseils. Puis là, toute l'année, il nous en parlait puis il ne filait plus. OK. Qu'est-ce qui est-tu le temps de dire de me l'échanger contre un 4e choix? Non, surtout pas. Ça serait le temps. Non, tu peux dire. Là, vraiment, message pour tous les poolers. Arrêtez de paniquer après une saison dans NCAA ou dans le junior, ou tu comprends? Mais il n'y avait pas une grosse saison. Sa moyenne de points par match était comparable à sa moyenne de posts nazis sur Instagram. Ouais. Regarde, Providence, là, il joue avec des 2 de pique. Ouais. Dans un système et une conférence où, en général, dans une équipe où on joue très défensif.
et je dirais même très, très, très défensifs. Je les ai vus, Providence, en personne. Conley n'était pas là, malheureusement. Il était dans les estrades. Il était blessé. Y a-tu fait une... OK. Mais il était blessé. Il était blessé pratiquement toute l'année, ce qui m'étonne pas. Son attitude, ça a-tu l'air être correct? Il n'y a aucun problème. Écoute, dans USHL, l'année passée, il était assistant capitaine de son équipe. Mais il y avait plusieurs histoires. Il y avait eu des trucs. Il y a eu le truc sur Instagram qui s'est passé. Les gens, vous pourrez googler ça. Mais tu sais, il a fait plusieurs équipes. Oui, mais... C'est pas normal. Oui, mais tu sais, des affaires qui se passent à 13, 14, 15 ans, moi. Tu sais, j'en prends puis j'en laisse. Okay. Tu sais, le gars qui n'a pas d'éthique de travail, ça, souvent, ça va se poursuivre dans sa vie. Tu sais, un paresseux à 15 ans, c'est un paresseux dans la vie. Pas mal. Mais un gars qui fait des niaiseries, des conneries, qui est baveux, qui est ci, qui est ça. Tu sais, lui, il a donné sa version dans une entrevue avec l'Athlétique, puis là, ça devient un peu de... C'est lui ou c'est l'autre. Lui, il dit qu'il répondait à de l'intimidation. Okay. Tu sais, oublie pas un joueur comme Trevor Conley, j'en ai parlé tout à l'heure. Un gars qui a ce talent-là, depuis l'âge de 9-10 ans, il ne se fait que crier des bêtises. Il y a des parents jaloux, il y a des gens jaloux. Alors, lui, est-ce qu'il a bien réagi avec ce qu'on entend dire? Non, il a très mal réagi. Puis j'approuve pas du tout son comportement. Puis je sais, bon, là, il y a eu la niaiserie sur Instagram que son chum a faite avec les blocs à Lego. Ça, d'après moi, c'est un manque de jugement puis d'ignorance, grosse ignorance. Alors, pour revenir au hockey, moi, j'ai aucune inquiétude. De toute façon, Vegas, ils ont fait leur devoir et ils l'ont signé. Ouais. Alors, j'y venais. Est-ce qu'il a joué 3 matchs dans la Ligue américaine? Oui. Il a bien fait. Oui. Est-ce qu'on peut juger ces 3 matchs-là? Oui. Ouais? Oui. Je vais te dire, moi, lorsque cette année, oui, les statistiques n'étaient pas là, mais j'ai regardé tous ses présences sur la glace. Ça n'a pas été là. On jouait 20 games. Puis je me disais, OK. Il joue bien. Okay. Ça va rentrer à un moment donné. Et là, après avoir vu Providence en personne, je me suis dit, mon Dieu, c'est rien que des 2 de pique dans cette équipe-là. Puis là, Vegas le signe il y a 2 semaines, le 1er avril, puis là, il y en a qui croyaient à un poisson d'avril. Moi-même, je t'avoue, j'ai une surprise que Vegas le signe tout de suite parce qu'un gars qui a joué seulement 20 matchs, plus le championnat junior, 27 matchs, est-ce que tu le signes puis tu le jettes dans la gueule du loup alors que c'est un gars qui est encore frêle? Il fait 6 pieds 1, 165. Oh, c'est Il a besoin d'un bon 20 livres là, avant d'être un joueur professionnel. Alors, il commence à jouer la semaine passée et j'ai regardé les 3 matchs. Puis, j'ai dit, c'est le Trevor Conley qui patine à pleine vitesse, qui fait des jeux à pleine vitesse, qui contrôle la rondelle. Je te dirais, dans ces 3 matchs, le premier match a été très bon. Deuxième match a été correct. Et troisième match a été étincelant. Il y a un but, une passe. Et encore là, toute proportion gardée, dans la filiale de Vegas, dans la Ligue américaine, toute proportion gardée, il joue encore avec des 2 de pique. Ouais. Alors, imagine quand il va arriver dans la LNH avec des gars qui vont compléter ses jeux. Il n'arrivera pas dans la LNH avec Vegas parce que va être échangé c'est le seul choix de première ronde de Vegas qui n'a pas été encore échangé. Là, c'est une question de temps. Pour notre ami Pooler, est-ce que j'ai sauté de joie qu'il soit pris à Vegas? Non. Ben, il me semble que pour parce qu'à Vegas... qui n'est pas top attitude, il me semble qu'à Vegas, c'est la pire place. Non, ça, j'ai pas de trouble avec ça. Ça veut pas dire que... Un jeune immature qui... Faut que tu sois à 21 ans. Faut être 21 ans pour aller te saouler à Vegas. Tu peux pas aller au casino de mais sa réputation n'était pas là-dessus non plus. Là. Mais de toute façon, je connais quelqu'un qui a jasé avec lui, puis il paraît que... En tout cas, moi, je suis pas inquiet. Okay. Pour ce qui est sur la glace, ce qui m'inquiète à Vegas, c'est... Il va jouer quand? Il va jouer avec qui? Puis sur quel trio? Parce qu'à Vegas, là, ils feront pas comme Canadien hier, puis avec Demidov, là. C'est que lui, il faut qu'il vole sa place. Il faut qu'il la vole. Oui, mais alors, en même temps, ils vont... À date, avec Anderson, malheureusement, Anderson ne fera pas les séries. Alors, sa saison va finir là. Mais moi, si j'étais le directeur général de l'équipe américaine au championnat mondial, j'irais chercher Trevor Conley. Okay. Pour le faire jouer au championnat mondial. Puis si j'étais le directeur général de Vegas, j'appellerais le directeur général de l'équipe américaine, je pousserais... Prends-les, il faut qu'ils jouent des games. Mais Vegas, comme toute équipe de championnat, va avoir besoin de joueurs à faible salaire. Fait qu'il va avoir un spot dans le top 9 pour lui. Oui. Alors, Pooler ne te désespère pas. Des Dorofeyev, des des Dorofeyev, il a fait son chemin. Ben, c'est ça. C'était un choix un peu plus lointain. Ils remplissent ils ont plein de vedettes, mais ils remplissent le reste avec des joueurs à bas salaire. À coût de 10 millions, puis de 9 millions, puis de 8 millions à un moment donné. Tu n'as pas besoin de rentrer du monde. Là, tu sais. Puis ma deuxième question du public, c'est une autre question de prospect. Ça vient de David Lewis, qui me demandait, il est dans un keeper pool aussi, point seulement. Il y a la chance de faire l'acquisition d'un agent libre.
Ça demandait qui de Ilya Protas ou de Nick Lardis il devrait privilégier. Je sais pas. Moi, si tu te poses cette question-là, tu devrais quitter ton pot. Moi, personnellement, je vais dire ce que j'y ai répondu. J'ai dit que, personnellement... On parle de son frère, là. On parle pas d'Alexis. Ben non. On parle de son frère. Mais il a cartonné son frère. Il a cartonné son frère cette année. Ah oui, il était bon? Oui, j'ai aucune idée. Je pense qu'il est deuxième marqueur de la Ligue. Je pense que ça va les deux Protas, là, ça va donner un gros duo. Moi, ce que j'ai dit, si tu as un choix à faire entre les deux, vas-y avec Lardis en premier parce qu'on va savoir plus rapidement son ceiling, tandis que Protas, c'est un gros bonhomme. Ça risque d'être plus long comme son frère. Puis... Espère que l'autre pouleur qui va avoir drafté Protas finisse par cette année parce qu'il est pas assez rapidement à se développer, puis va le chercher après. Moi, c'est ce que j'ai répondu. Toi, ce que écoute, tu m'enlèves des mots de la bouche. Je vais compléter. OK, vas-y. C'est sûr que Protas, il y a vraiment un style de jeu Ligue nationale. Est-ce qu'il va produire autant? Probablement pas. Mais c'est tentant de dire... C'est tentant d'y aller avec Protas. Cependant, Nick Lardis, même si la saison de 19 ans, pour moi, a plus ou moins d'importance, c'est quand même un joueur, moi, que j'aimais beaucoup à 17, qui avait eu 39 buts, je pense, à 17 ans, qui avait glissé parce que, bon, il était peut-être un peu frêle, puis c'était pas un joueur complet. Cette année, c'est une soixantaine de buts. Il y a 71 buts dans la saison. Même à 19 ans, c'est pas négligé. Et il y a 11 buts en série. Fait que le gars est rendu à 82 buts. À un moment donné, il faut que tu respectes ça, peu importe l'âge. Et Lardis, surtout, va avoir la chance de jouer à Chicago, où on a besoin d'un marqueur. On l'a vu hier soir. On l'a vu hier soir. Mikheyev, le 95, je pense qu'il a manqué 3 buts. Lardis, ça aurait rentré. Alors, je pense que Chicago, étant donné qu'il va avoir sa chance, et comme tu dis, on va le savoir plus vite, ben moi, j'irai avec Lardis. OK. C'est bon. Ben, hey, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup, Simon, d'avoir été là. C'est vrai. On va faire je sais que la saison est quasiment finie. Habituellement, on fait un hot take d'ici la fin de la saison. As-tu un hot take à nous confier? Tu veux dire Ligue nationale, junior? Vas-y comme tu le sens, Simon. Ouais, comme... Un hot take. Je pense le mien, je sais pas. Vas-y. Moi, je vais faire le mien après. J'avais dit plutôt que les Oilers ne passaient pas la deuxième ronde. Oui. Là, Mathias Ekholm est blessé. Il ne jouera pas en première ronde. Les Stars des Oilers, c'est day-to-day. Moi, je pense que les Oilers ne passent pas les Kings en première ronde. OK, mais en quoi c'est un hot take? Parce que j'ai dit la même affaire à un de mes chums fan des Oilers un matin, et lui-même fan des Oilers. C'est ça, tu as dit un matin. Non, mais fan des Oilers lui-même n'y croit pas. Ah ouais? Ah, moi non plus, il y en a plusieurs qui les voyaient pour la Coupe Stanley, mais là, de moins en moins. Même l'année passée pour la Coupe Stanley. Je le sens pas. Il manquait, je le disais au trade deadline, ils ont fait des bonnes acquisitions, mais il manquait un défenseur défensif de plus. Puis là, avec Ekholm qui part, oublie ça. Là, mais l'année passée, ils se sont rendus en finale de la Coupe parce qu'ils ont eu un parcours quand même le fun. Là, ça a été quand même avantageux, mais je pense pas que c'était... Quatrième fois d'affilée contre LA, cette année, il passe pas. Ça passe pas. Moi, mon hot take, je sais pas si c'est un hot take, le Canadien ne fait pas les playoffs. C'est un hot take. T'es vraiment passé. C'est vraiment un hot take parce que les probabilités sont vraiment à leur faveur. Ouais, mais de 3 semaines, il finissait 7e. De 3 semaines, il finissait. Mais je les ai regardés jouer dernièrement. Puis je trouve qu'ils n'ont plus l'énergie qu'ils avaient. Ils ont l'air au bout du rouleau. Puis s'ils font les séries, ça va être... J'ai l'impression que ça sera pas bon pour personne. Tu vois, là, ils ont de la misère à patiner, ils ont de la misère à chercher, ils ont l'air d'avoir mal, il y a comme de quoi. Hier, Demidov sortait tellement bien sa patinoire parce que c'est le seul qui avait encore du cardio. Les autres étaient on patine encore. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont tout donné après les 4 nations, puis là, il fait comme OK, puis là, ils sprintent depuis les 4 nations, là, le Canadien. Fait que là, ils arrivent à la fin de leur marathon, mais je pense pas qu'ils vont y arriver. OK. Ben moi, je vais y aller avec du hockey junior. Vas-y donc. Je vois Moncton se rendre à la Coupe Mémorial. Ça, c'est pas un hot take. Mais je vois Caleb Desnoyers tellement bien joué qu'il va percer le fameux top 5 et pourrait devenir le Beckett Seneca de cette année au repêchage. Très beau hot take. Très fort. Alors, on voudrait aussi remercier notre commanditaire, la carte cachée à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'adresse est juste là en bas. Allez les voir. Ils ont des cartes de hockey, de baseball, de UFC, puis ils ont même des petits toutous. Je sais pas si vous voulez des petits toutous, c'est là que ça se passe. Merci tout le monde d'avoir été là. Suivez-nous sur YouTube, Spotify, iTunes, puis toutes ces affaires-là. Merci d'écouter le podcast. On est rendu à plus de 1,1 million de vues de toutes nos affaires.
Continuez à nous arrêter dans la rue, nous demander des autographes, donner des becs à vos bébés. On trouve ça weird, mais on le fait avec passion parce qu'on est là pour vous autres. Tu sais que dimanche soir, je suis revenu des États-Unis. Je suis allé voir du hockey en fin de semaine. Oui. Et le douanier canadien m'a reconnu. Hey boy! Alors, que tu te fasses reconnaître dans une cage au sport, OK. T'inquiète-elle. Mais le douanier d'un petit poste douanier des cantons de l'Est, ça, j'avoue que... C'est le fun, hein? J'ai été surpris, par exemple. Mais là, après ton passage ici, ça va exploser. Là. Prépare-toi. Yes, sir. Yes, sir. Non. Fait que, merci tout le monde d'avoir été là à la réalisation. Le public encore en studio. Merci beaucoup d'avoir été là.